Bon matin tout le monde, bienvenue à la correction du chapitre 2.3, les numéros 1, 2, 3 et 7. Commençons immédiatement. On a mesuré la masse et le volume à plusieurs échantillons de matière. Dans quel cas? Calculer la masse et identifier à l'aide du tableau dans votre livre d'activité la substance qui correspond. Étant donné que c'est une propriété caractéristique, soit la masse volumique, on est en mesure d'identifier précisément la substance, comme je disais hier dans la vidéo. Allons-y. Vous allez voir, c'est quand même très simple. La première chose, bon, normalement, on sortirait nos données, mais elles sont déjà sorties. Donc, c'est certain que je ne vous obligerai pas à les ressortir une fois de plus. Donc, on a la masse de 61,2 grammes. Nous avons également le volume, qui correspond à l'espace pris par l'objet dans son environnement, de 4,5 millilitres. Donc, vous vous rappelez, on peut avoir différentes unités. On va le voir dans les différents exercices à ce niveau. La formule, on sort notre première formule vierge, donc ρ, c'est un P, c'est un petit peu penché normalement. Donc, ρ est égal à la masse divisée par le volume. Donc, il suffit tout simplement de prendre la masse en grammes et le volume en millilitres et les placer dans l'équation. Vous prenez une calculatrice, vous faites la division et on obtient une masse volumique, donc ρ, qui correspond à la masse volumique, de 13,6 grammes. Donc, c'est les mêmes unités, comme vous voyez qu'on répète ici, par millilitre. À partir de cette donnée-là, si vous revenez dans votre cahier d'exercice, vous allez pouvoir voir un tableau. On n'apprend jamais par cœur les masses volumiques de toutes les substances qui existent sur la planète. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans des cahiers de référence. C'est un peu ça qu'on vous fait pratiquer ici. Et là, vous trouveriez la substance dont la masse volumique correspond. Normalement, quand on le fait en pratique, il peut y avoir des marges d'erreur. Donc, des fois, il y a des marges d'erreur, puis il y en a toujours sur les instruments de mesure comme la balance, le volume que vous allez prendre. Et normalement, on va essayer de trouver le plus juste. Si par contre, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous ne sauriez pas laquelle des deux substances ça pourrait correspondre, ben c'est là qu'on peut soit recommencer la masse volumique ou regarder d'autres caractéristiques. Si par exemple, les deux substances, une c'est une roche de couleur or et l'autre c'est une roche de couleur grise, ben ça devient pas mal plus facile après ça, ayant la roche dans vos mains, d'identifier laquelle des deux ça correspond. Donc, on peut y aller de cette façon-là. Et donc, la substance, dans ce cas-ci, serait du mercure. Le deuxième, ben, comme vous voyez, on dit également mesure prise à 20 degrés Celsius et à 101,3 kPa. La température est toujours importante, autant pour les métaux que pour les non-métaux comme les gaz. Mais au niveau de la pression atmosphérique, également, ça va venir jouer un rôle, surtout sur les gaz. Donc, cette pression-là va soit compresser les gaz ou les dilater, donc ça va faire varier leur volume. Donc, c'est important d'indiquer, lorsque vous prenez justement ces mesures-là, à quelle température vous prenez votre mesure et à quelle pression atmosphérique. Donc, lorsqu'on arrive dans des vrais tableaux, dans des livres plus complexes, nous avons ce qu'on appelle des chartes. Donc, on va pouvoir avoir à telle température et telle pression et ainsi de suite, toutes les différentes masses volumiques qu'on va obtenir pour le même produit. Donc, c'est important de prendre en compte la température et la pression atmosphérique. Donc, on recommence exactement la même chose, mais comme vous voyez, le volume est en centimètres cubes cette fois-ci. Ça ne change rien. On le met exactement dans la formule. On garde nos centimètres cubes. Il n'y a pas de conversion à faire. Et on se retrouve tout simplement avec une masse volumique qui, au lieu d'être en grammes par millilitre, sera en grammes par centimètre cube. Donc, dans vos problèmes, dans votre devoir, c'est vraiment important pour moi de faire sortir vos données, de montrer la formule que vous allez utiliser, de montrer la formule avec les unités de mesure que vous avez choisies et finalement la réponse avec ces unités de mesure. Ça, là, c'est ultra important. Super important également de faire la démarche, les calculs. Comme en mathématiques, c'est la démarche qui compte le plus. Passons à la 3. La 3, il y a une petite particularité. On a 20 degrés Celsius, 101,3 kPa, donc ça ne change pas. Étant donné que nous avons une seule charte dans votre cahier d'exercice, eh bien, toutes les données vont toujours correspondre à 20 degrés Celsius et 101,3 kPa. Comme vous voyez, la masse n'est pas en grammes, elle est en kilogrammes. Donc, il y a une conversion à faire. Ce que je trouve dommage un petit peu dans votre cahier d'exercice, dans le corrigé, c'est que cette conversion-là est faite comme intuitivement. Normalement, vous devez démontrer chacun de vos calculs. Donc, au moins minimalement, dans ce cas-ci, ce que j'aimerais voir, c'est que 1,75 kg est égal à 1750 grammes, parce que dans 1 kg, nous avons 1000 grammes. Donc, j'aimerais vraiment voir
au moins cette transformation-là. Donc, pas arriver dans l'équation, puis bang, la réponse, elle arrive. C'est difficile pour le lecteur de comprendre votre raisonnement, votre chemin. Donc, c'est important de bien l'indiquer dans votre démarche. Donc, ici, je considère qu'il manque une étape. Donc, j'aime mettre également des numéros, comme je vous expliquais hier. Donc, ici, j'aurais mis un numéro 1, même chose pour les deux autres numéros, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on ajoute un numéro, bien, ça l'ordonne carrément vos calculs. Ici, on a un seul calcul. Donc, de mettre un numéro 1, pour vous, ce n'est pas plus compliqué. Quand vous allez progresser, ben, des fois, moi, j'ai déjà fait des calculs que ça prenait 5 formules différentes. Par exemple, en physique, en secondaire 5. Donc, à ce moment-là, de mettre des numéros vient ordonner chacune de nos étapes. Imaginez si c'est pas le mail, le prof, il se perd bien raide. Et quand c'est difficile pour nous, les enseignants, à comprendre, on cherche. À un moment donné, si on ne se comprend pas, ben, on va peut-être passer à côté de votre raisonnement, puis vous allez être pénalisé. Donc, c'est important d'être clair, de bien séparer vos étapes, comme en mathématiques. La seule chose que je ne vous demande pas, on ne l'a jamais exigé en sciences, c'est de rajouter des lignes avec des titres de chacune des étapes. Donc, ça, on ne l'exige pas en sciences. Par contre, au moins numéroter vos étapes. C'est le gros minimum que je vous demande, puis c'est important de le faire. Si vous voulez vraiment voir la procédure complète, il y a d'autres vidéos. Retournez sur ma chaîne YouTube ou sur mon site, vous allez pouvoir voir un peu mieux la démarche précise. Et je montre même comment accorder des points. Donc, la façon que je corrige. Je poursuis. Donc, une fois que cette transformation-là ici est faite, eh bien, les centimètres cubes restent en centimètres cubes. C'est une des unités qu'on peut utiliser. On calcule donc une masse volumique en grammes par centimètre cube et c'est exactement ce qu'on obtient suite au calcul à l'aide de votre calculatrice. Il n'y a pas de calcul à faire à la main. Vous avez le droit d'utiliser une calculatrice même à l'examen de fin d'année. Et donc, on trouve la masse volumique de 2,53. Si vous retournez dans votre charte, vous cherchez cette masse volumique-là tout simplement et vous allez trouver que c'est du verre comme substance. Les trois autres sont directs, donc il n'y a aucune conversion. Ils ressemblent beaucoup aux deux premiers. Donc, je passe plus rapidement. On fait directement le calcul. On obtient que c'est du dioxygène. Même chose pour le suivant. On obtient du tungstène. Tungstène, c'est un métal qui a des propriétés vraiment incroyables, étant donné que son point de fusion est extrêmement élevé, de passer à l'état solide à liquide. On parle d'au-delà de 3000 degrés Celsius, ce qui était excessivement chaud. Ben, on s'en sert dans les ampoules électriques. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans une ampoule, il y a un filament. Et ce filament-là, si vous avez un rhéostat, donc pour ajuster l'intensité lumineuse dans votre cuisine, par exemple, eh bien, au fur et à mesure que vous l'ajustez, il va passer de la couleur noire en gris à rouge. Là, il va commencer à émettre un peu de lumière. Jaune, orange, jaune. Et plus vous allez monter, plus vous allez vous rapprocher du blanc. Le blanc est une des couleurs les plus chaudes. C'est étrange, mais c'est vraiment le cas. Donc, lorsque ça tombe blanc, c'est ultra chaud. Vous le savez, hein, une ampoule, ça dégage énormément de chaleur et malgré ça, le filament ne fond pas. Si on l'avait mis en acier, en fer, il fondrait avant même de devenir blanc. Donc, une fois rouge, il commencerait déjà à venir mou et il se casserait. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il a fallu qu'on trouve finalement le meilleur matériau pour faire durer le plus longtemps possible votre ampoule. Poursuivons avec le dernier. Donc, nous avons même température, même pression atmosphérique. Bien, encore une fois, c'est direct. Donc, on a le droit de garder les litres et d'avoir une masse volumique en grammes par litre. Donc, tout ça sont des unités possibles de la masse volumique. Question numéro 2. Dans la question précédente, les données sont accompagnées d'une mention, par exemple, mesure prise à 20 degrés Celsius et 101,3 kPa. Explique pourquoi ce type de mention est essentiel. Eh bien, je l'ai bien expliqué tantôt. La température, prenons par exemple un toit de tôle. Hein? Quand le soleil, comme aujourd'hui, annonce 32 degrés, très chaude journée, ben, tous ceux et celles qui ont des toits de tôle ou qui ont déjà été chez quelqu'un qui avait un toit de tôle l'ont déjà entendu, on entend des craquements. Ben, ces craquements-là, c'est que le métal, en ce réchauffement, se dilate. Donc, s'il se dilate, son volume augmente. Et même chose, s'il fait très froid, il va se contracter. Les rails de chemin de fer, par exemple, ben, si vous les posez comme une journée, comme aujourd'hui, ben, les gens les poseraient en les collant une sur l'autre. Une fois qu'il ferait très chaud, on les collerait. Et si on poserait les mêmes rails,
Mais à l'automne, lorsqu'il fait environ 10 degrés, on laisserait un espace. On appelle ça un joint de dilatation. Ce joint de dilatation-là permet justement au métal de se dilater, donc de s'étirer. Si on ne faisait pas ça, si par exemple à l'automne, il collerait tous les bouts de fer du rail pour que le train puisse passer un au bout de l'autre, ce qui se produirait, c'est qu'une journée chaude comme aujourd'hui, le métal s'étirerait et la rail crochirait. Mais après crochir longitudinalement ou en altitude. Donc, après faire des bosses de cette façon-là, imaginez le train qui pogne ça, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est pour ça que c'est à calculer. On fait exactement la même chose quand on fait par exemple, un pont immense en acier, comme le pont La Violette à Trois-Rivières, ben, il y a des joints de dilatation. Donc, tout ça est à calculer, à prévoir, et un ingénieur se doit de tenir compte de ces facteurs-là. Donc, la température joue un rôle essentiel sur le volume, et dans le cas justement des gaz, et la pression atmosphérique va également jouer un rôle. Donc, si la pression atmosphérique est plus élevée, ben, ça écrase davantage. Si c'est l'inverse, si c'est une zone de basse pression, ben, le gaz va se dilater davantage. Donc, son volume va varier en fonction de la pression. Vous le savez, hein, on est capable de mettre, par exemple, dans une bonbonne d'air, beaucoup d'air. Pourtant, le volume de la bonbonne ne change jamais. Donc, ce qui va changer, c'est la pression. Plus qu'on va mettre d'air, plus la pression va devenir élevée. Par exemple, dans un récipient de compresseur à air pour gonfler des pneus de voiture. Donc, c'est certain qu'on peut jouer avec le volume et la pression. Donc, tout ça sont interreliés dans le cas des gaz. Il faut donc en tenir compte dans nos données. Question numéro 3, bon, on parle ici des propriétés caractéristiques, donc on parle de propriétés capables d'identifier, permettant d'identifier une substance. Donc, la masse ne le permet pas. Hein, si je vous dis, trouvez-moi un objet qui pèse 1 kg, bien, il y en a plein d'objets qui pèsent 1 kg. La solubilité, donc la capacité maximale de dissoudre un soluté dans un solvant à une température et pression donnée. Donc, de cette façon-là, on est en mesure justement de mesurer la quantité spécifique et ceci est une propriété caractéristique. Donc, par exemple, je donne un chiffre, si la solubilité, puis là je l'invente, hein, du sucre par rapport à l'eau est à 1 gramme par millilitre, ben, il y a juste l'eau qui aurait une solubilité d'être capable de dissoudre 1 gramme de sucre par millilitre. Et j'ai bien dit de sucre, parce que le sel, ce serait différent. Donc, chaque substance, chaque soluté se dissoudrait différemment. Bon, le volume, ce n'est pas une propriété non plus caractéristique, mais la masse volumique, oui. D'où le fait qu'on a pu identifier des substances comme au numéro précédent. Le point d'ébullition, donc le fait de passer de l'état liquide à gazeux, c'est une propriété caractéristique. Conductibilité thermique, c'est effectivement une propriété caractéristique, mais d'un groupe. Donc, on va parler, par exemple, les métaux sont des conducteurs thermiques. Donc, c'est sûr que les non-métaux ne le sont pas. Donc, ce n'est pas nécessairement du fer ou du cuivre, on va savoir par rapport à cette caractéristique-là, mais un groupe de substances. Le point de fusion passé de l'état solide à liquide, encore une fois, c'est une propriété caractéristique. Il nous reste une question à corriger ensemble, la 7. Je poursuis. Et par la suite, je vais vous montrer comment faire une conversion, comment isoler finalement une variable dans une équation. Ça pourrait être aidant pour le devoir. Donc, c'est aidant. Dans les sciences, on l'utilise souvent, cette conversion-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on fait une conversion. Un petit rappel. Question numéro 7. En cuisine, le chauffage en bain-marie à l'eau consiste. Bon, quand on fait un bain-marie, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Tout ce qu'on fait, c'est facile. Vous prenez un chaudron, mettez de l'eau. Donc, on met environ, ça peut être 1 pouce, 2 cm d'eau. Vous allumez l'eau tout simplement pour qu'elle bout. Là, ça va dépendre bien sûr de ce que vous voulez faire. Si c'est faire fondre du chocolat, on va y aller avec une température très faible. Si on n'a pas peur d'atteindre le 100 degrés, ben, on ne se gêne pas, on le met un peu plus élevé jusqu'à temps que ça bouille. Et on va mettre un récipient par-dessus. Donc, on venait couvrir complètement, finalement, notre récipient. Le but, c'est que ça ne soit pas étanche. Hein? On ne veut pas créer une bombe. On ne veut pas que la pression augmente et que ça fasse boum et ça vole. Donc, on fait juste mettre un récipient. Ça pourrait être tout simplement un plat en verre ou en métal. Et à partir de là, on peut faire cuire dans le deuxième récipient. Donc, l'eau s'évapore, vient chauffer le récipient et après ça, sort de chaque côté. Donc,
La question, quelle est la température maximale à laquelle il est possible de faire chauffer la substance à l'aide d'un bain-marie à l'eau? Étant donné que l'eau bout à 100 degrés, la vapeur, donc son état gazeux, va chauffer le récipient à 100 degrés et ça va être impossible de dépasser 100 degrés. Donc, le gros avantage avec le bain-marie, c'est qu'on peut contrôler, un, très efficacement la température, et deux, on s'assure de ne pas excéder non plus en termes de température. Si vous prenez une poêle de fonte et vous la mettez longtemps sur votre poêle, c'est possible que si vous l'oubliez, elle devienne bien trop chaude. Vous, au lieu de faire cuire, vous brûlez vos aliments tout simplement. Question B. Un cuisinier doit faire chauffer une substance à une température de 250 degrés Celsius à l'aide d'un bain-marie. Il devra donc prendre un autre liquide que l'eau pour faire son bain-marie. Quelles sont les propriétés caractéristiques qui devra posséder ce liquide? Bien sûr, on doit avoir au moins une température d'ébullition qui va être minimalement de 250. Si vous prenez de l'eau, ben, l'eau ne sera jamais capable de dépasser 100 degrés Celsius. Impossible. Donc, ça prend une substance qui va séparer au-delà du 100 degrés, donc autour de 250 degrés. Peut-être que vous avez déjà fait de la fondue et que vous avez vu vos parents, vous étiez peut-être jeune, là, mettre du vin dans le liquide. Moi, je me rappelle de ça m'a beaucoup marqué. Et là, je me suis dit, ah, je vais boire de l'alcool. J'avais environ 10 ans. La question est, est-ce que j'ai bu de l'alcool? Ben non, je n'ai pas bu d'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool s'évapore autour de 73 degrés Celsius. Donc, dès que le liquide bout, on le sait, ça bouille dans une fondue chinoise, eh bien, on se retrouve, dès que le liquide atteint 70, 73 degrés dans ce cas-ci, on se retrouve avec une évaporation plus rapide de l'alcool. L'alcool s'évapore du bouillon et finalement, c'est juste les saveurs qui restent du vin qui vont rester dans le bouillon. Mais l'alcool, il n'y en a plus. Je me rappelle, je pensais que j'étais sous. Puis là, je marchais tout croche, puis là, tout le monde riait de moi parce que les adultes le savaient très bien qu'il n'y avait pas d'alcool. Mais ça, on appelle ça un placebo. Ça m'a joué dans la tête, puis moi, je pensais que j'avais bu de l'alcool. En tout cas, bref, drôle d'anecdote. Ça termine la correction du devoir. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment isoler une variable. Donc, j'ai pris un super programme, Paint, et comme vous voyez, voici comment isoler une variable dans une équation. La difficulté pour moi, je ne veux pas que vous riez, mais vous le savez, je n'écris pas souvent au tableau. Et là, je vais écrire avec une souris. Donc, soyez indulgents, mon ordinateur n'est pas tactile. Donc, ça va être tout croche. Mais je vais prendre le temps de l'expliquer. N'inquiétez-vous pas si vous avez des questions parce que vous ne comprenez pas mon écriture de maître. Je vous invite tout simplement à m'écrire. Allons-y. Donc, le numéro 1, donc ce que je vais faire, donc j'identifie tout simplement mon étape, je vais prendre la formule de la masse volumique. Donc, je la sors. La masse volumique est égale à la masse. Donc, j'écris la masse. Et comme vous voyez, je marque la formule vierge divisée par son volume. Si je prends cette formule-là, vous avez vu que les 6 numéros qu'on a fait dans le cahier d'exercice, on prenait tout simplement cette formule-là et on l'appliquait. Hein, il y avait un seul exemple où on devait faire la transformation de la masse de kilogramme en gramme en multipliant par un facteur de 1000. Mais là, ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si je vous demanderais de m'isoler la masse. En fin de compte, dans le problème, je vous donnerais la masse volumique et je vous donnerais le volume. Et donc, vous seriez obligé de trouver la masse. Eh bien, voici comment. Si mon but est d'isoler la masse ici, bien, ce qu'il faudrait que j'aille, c'est M est égal à quelque chose. Et là, présentement, quand je regarde mon équation, j'ai M sur V est égal à quelque chose. Donc, le sur V me dérange. Moi, ce que je veux, c'est juste M tout seul. Quand on parle isolé, hein, isoler un enfant, tu le mets tout seul dans son coin. Bien, isoler une variable, ça veut dire que je prends la lettre que je désire isoler, puis il faut qu'elle soit tout seule de son côté de l'égalité. Donc, vu qu'elle n'est pas toute seule, hein, du côté droit de l'égalité, il y a le V également qui est là. Bien, je vais l'isoler. Comment on fait en mathématiques? Donc, premièrement, j'ai divisé par V. Donc, le divisé par V, j'aimerais ça qu'il s'en aille. Comment on va l'enlever? Bien, pour enlever une division, on fait son opération mathématique inverse. Donc, pour faire son opération, je vais mettre une virgule mathématique inverse. Je vais tout simplement faire P est égal à M sur V. Donc, je reprends mon équation, mais là, je vais faire fois V d'un côté et je vais faire fois V
de l'autre. Pourquoi je fais ça? Eh bien, dans une égalité, on doit, lorsqu'on fait une opération mathématique d'un côté, la faire de l'autre côté pour qu'elle reste vraie. Je vous explique ici en haut ce que je veux dire. Êtes-vous d'accord que 1 est égal à 1? Je pense que oui. Donc, si je dis 1 plus 2 à droite, pour que l'égalité reste vraie, qu'est-ce que je dois faire à gauche? Ah oui, je dois faire plus 2. Si je mets une parenthèse, hein, on continue. Êtes-vous d'accord que là, c'est rendu 3 est égal à 3? Je pense que vous l'aviez compris. Mais mettons que je mets une parenthèse. Je fais fois 2. Hein? Quand je mets un point, ça veut dire fois. Là, je pense qu'on vous l'a montré en mathématiques. Donc, fois 2. Pour que ça reste vrai, je dois faire quoi de l'autre côté? Fois 2. Je pense que ça, là, ici, là, comme vous voyez, ça fait 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Donc, cette preuve-là, ben, c'est juste pour vous rappeler que lorsqu'on fait une opération mathématique d'un côté, on doit toujours la faire de l'autre. Et c'est cette logique-là qu'on va garder ici. Comme vous voyez dans mon opération centrale du début, ρ est égal à m sur v, ben, j'ai multiplié par v d'un côté et de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, je me retrouve avec v divisé par v. Vous le savez, hein? V divisé par v est égal à 1. Donc, pourquoi c'est égal à 1? Bien, si je te dis A sur A est égal à 1, bien, c'est parce que A pourrait valoir 3. Donc, si tu as 3 divisé par 3, ça te donne 1. 1 fois M, ça donne quoi? M. Et donc, ce que je me retrouve, et là, comme vous voyez, là, elle est isolée. Je me retrouve ici avec, puis là, je vais la réécrire ici en dessous, M est égal à V, le volume, fois ρ. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce qui me resterait tout simplement à faire, c'est de prendre le volume qu'on m'a donné dans mon problème et multiplier par la masse volumique qu'on m'a donnée dans mon problème. Et je serai en mesure de retrouver la masse. Donc, c'est la façon de faire. Poursuivons maintenant. Je vais utiliser une astuce. Je vais rapetisser ici. Je vais regrossir mon tableau. Donc, dans le deuxième exemple, ce que je voudrais faire, je vais l'éloigner, je vais remarquer ma formule initiale, ρ est égal à M, hein, c'est pas facile, sur V. Et là, cette fois-ci, au lieu d'isoler M, comme j'ai fait ici dans le premier exemple, je vais tout simplement isoler V. Là, j'aimerais savoir le volume. En fin de compte, dans mon problème, on me demande de trouver le volume et ce qu'on me donne, c'est la masse volumique et la masse. Donc, comment on isole le volume lorsqu'il est en bas d'une division, soit au dénominateur? Donc, la façon de faire, ben, c'est la même logique. Sauf que la première chose que je vais faire, c'est qu'au lieu d'enlever ce que je ne veux pas, ben, ici, je vais être obligé d'enlever ce que je tente d'isoler. Donc, je vais multiplier par V. Hein? Ce qu'on a vu, c'est que dans ce temps-là, ça va donner 1. Mais si je le fais d'un côté, ah oui, je le fais de l'autre. Donc, je me retrouve avec un V de l'autre côté également. Donc, mon équation reste vraie. Je me retrouve donc, je vais faire une virgule, avec V fois P, ben, ρ en fin de compte, est égal à M. Bon, OK, j'ai plus de division. Mais je n'ai pas V tout seul. Hein? V, du côté gauche de mon égalité, est toujours relié à P, donc à ρ. Donc, je dois enlever ρ. Comment on fait pour enlever une multiplication? Là, je vous entends quasiment. Ben oui, on fait une division. On va diviser par quoi? Par ce qu'on veut enlever, notre fameux ρ. Si je divise ρ par ρ, ça donne quoi? Ben, ça donne encore, là, je fais une grosse flèche, puis je marque 1, juste pour vous faire comprendre. Donc, ça, c'est pour vous aider. Je vous conseille fortement au début, quand vous commencez des nouvelles méthodes en mathématiques, de toujours mettre le maximum d'informations pour que lorsque vous allez vous relire, vous soyez capable de comprendre pourquoi vous l'avez fait. Donc, ici, tout ce que j'ai fait, j'ai divisé par ρ. Mais si je veux que mon égalité reste vraie, je dois donc faire la même chose de l'autre côté. Et là, je vais faire une flèche là, parce que sinon, je vais écrire dans mon image. Donc, je vais poursuivre ici.
Et donc, ce qui va m'arriver, c'est que le V ici est rendu ça. Donc, le volume est égal à quoi? À la masse. Donc, la masse divisée par ρ, soit la masse volumique. Et là, maintenant, ça devient plus simple. J'ai isolé mon volume, soit ce que je cherche. Et donc, si je le résume, le volume, si c'est ça que je cherche, est égal à la masse divisée par la masse volumique. Donc, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite un bon devoir, un bon travail. Je vous souhaite une super belle semaine parce qu'il va faire chaud pas à peu près. Puis sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, demain, je suis disponible pour vous. Donc, sur ce, bonne journée!